Donc 1 en chiffre romain, équivalence, masse, énergie. Équivalence. Équivalence, masse, énergie. Donc on va passer de la leçon dans laquelle on décrit uniquement les phénomènes physiques liés à l'instabilité du noyau. Et nous avons dit que l'instabilité du noyau provoque des réactions nucléaires où ce sont des intégrations qui sont spontanées et imprévisibles à l'échelle microscopique, mais à l'échelle macroscopique pour un échantillon donné, nous avons dit que ce phénomène-là suit ce qu'on appelle la loi de décroissance, radioactive. Seulement, nous avons décrit qu'il s'agit d'une désintégration alpha, bêta moins, bêta plus, gamma, et nous n'avons pas utilisé des lois qui nous permettent de faire une étude quantitative. Vers la fin, nous avons étudié l'activité d'un échantillon radioactif et nous avons pu utiliser cette activité pour la datation et déterminer l'âge d'un échantillon qui est très ancien. Maintenant, on passe au côté le plus important de la physique nucléaire, ce sera la dernière leçon, c'est le noyau, la masse et l'énergie. En réalité, nous avons déjà parlé que l'instabilité du noyau, elle est régie par un excès d'énergie, une énergie supplémentaire, et le noyau essaie de libérer cette énergie afin de passer d'un état excité à un état désexcité ou un état stable ou s'approche de la stabilité. On va essayer d'étudier d'une façon quantitative ce phénomène-là, ce passage d'un noyau qui est excité vers un noyau qui est stable. Donc, on parlera de l'équivalence masse-énergie parce que ce principe-là, c'est la relation d'Einstein qui a permis à résoudre un énigme. L'énigme, on va le traiter dans le paragraphe 1.1, ce qu'on appelle le défaut de masse. Le défaut de masse. Donc, avant 1905, ça c'est une date qui est très marquante pour la physique nucléaire, les savants essayaient d'étudier les noyaux et les isotopes, et en utilisant ce qu'on appelle la spectroscopie de masse, c'est-à-dire déterminer la masse du noyau. Une fois qu'on détermine la masse du noyau, et de comparer la masse d'un noyau d'un nucléaire donné avec les constituants de ce noyau. Nous avons arrivé à la remarque suivante, que la somme des masses des constituants du noyau qui sont les protons et les neutrons n'est plus égale à la masse du noyau C'est-à-dire, si on va prendre un exemple pour le noyau d'hélium qui contient 2 protons et 2 neutrons, la masse du noyau est plus petite qu'à la masse de ces 4 constituants. Donc, il y a un défaut de masse entre le noyau et ses constituants. Évidemment, on doit répondre à cette question-là. D'accord? On note. On a constaté en mesurant les masses des noyaux atomiques,
des noyaux atomiques, virgule, on a constaté, en mesurant les masses des noyaux, que ces masses sont inférieures, à la somme des masses des nucléons qui les constituent. Je prendrai l'exemple du noyau d'hélium. He4,2. Donc, par mesure, la masse du noyau He4,2 est égale à 6,6447. Il faut s'habituer dans cette partie du cours que on aura plusieurs chiffres après la virgule. Ne faites jamais, toujours prenez la valeur qu'on vous a donnée et répondre avec le même nombre après la virgule qu'on vous a donné. D'accord? On ne peut pas écrire ou arrondir ces valeurs-là. 10 moins 26 moins 27 kg. Donc, par un spectroscopie de masse, on peut déterminer les masses des noyaux. La masse d'un proton est égale à 1,26,5 10 moins 27 kg. Et la masse de neutrons, 1,67 49,6 10 moins 27 kg. Là, ce sont des faits qu'on a déterminés expérimentalement. Donc, si on fait somme des nucléons est égale, le noyau, il contient combien? 2 protons, donc 2 MP, et 4 moins 2, ça donne 2, donc 2 neutrons, plus 2 M, 2 neutrons. Et c'est égal, on fait le calcul 1,67 26 5 10 moins 27 plus 2 fois 1, 67, 49, 6, 10 moins 27. Et ça donne une valeur. Vous pouvez faire plus vite que moi. 1,67 26 5 donc 1,67 26 5 10 moins 27 fois 2 plus 2 fois 1,67 49 6 10 moins 27 6, oui, c'est ça. Donc, dans moi, c'est 6,69 512 10 moins 27 kg. Et en comparant la masse, donc, ce qui entraîne que masse des nucléons est supérieure
à celle du noyau. Et si nous calculons ces delta de M, delta de M est égal à 5,05 10 moins 29 kg. Voilà. Et on va nommer ce delta de M le défaut de masse. De HE 4,2. Donc, on est devant un dépôt de masse et d'un autre côté, nous avons ces nucléons sont en cohésion et sont stables dans le noyau. Donc, on peut parler qu'il y a de l'énergie qui a permis à ces nucléons d'être assemblés dans un espace très réduit qui est le noyau. Donc, nous avons deux grandeurs. D'un côté, il y a un dépôt de masse qu'on doit l'expliquer, et d'un autre côté, il y a de l'énergie qui a permis à la cohésion et la liaison de ces nucléons dans ce noyau. La question qu'on va poser, quelle est la relation entre ce dépôt de masse et cette énergie de liaison? Donc, avant cela, on mettra 1, 2, énergie de liaison. Énergie de liaison, on la note EL. E, ça veut dire énergie, et L, ça veut dire liaison. Donc la définition, il faut, on parlera de l'énergie de liaison ou l'énergie qui a permis à être cet assemblage de neutrons et de protons. Mais pour nous, dans certains cas, pour définir une grandeur, on peut donner l'inverse. Ça veut dire, pour connaître cette énergie de liaison, de quelle énergie ce noyau a été mis en cohésion, nous pouvons faire l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de connaître l'énergie. Si nous essayons de rompre ce noyau ou dissocier ce noyau à partir et le mettre sous forme de nucléons libres, nous pouvons connaître l'énergie de liaison. Donc nous disons, et c'est la définition officielle qu'on doit écrire, l'énergie de liaison, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau stable pour le dissocier en nucléons libres et aussi stables. Cette cohésion-là, si nous essayons de calculer l'énergie pour dissocier ces nucléons, évidemment, cette énergie, c'est celle qu'on appellera l'énergie de liaison. Donc, vous notez, on appelle énergie de liaison. On appelle énergie de liaison. Notez EL. Notez EL. D'un noyau, on appelle énergie de liaison, notez EL d'un noyau.
l'énergie que le milieu extérieur, l'énergie que le milieu extérieur doit fournir à un noyau au repos, pour le dissocier en nucléons séparés et au repos. Séparés et au repos. Donc, à partir de ces deux paragraphes, on passera à la partie où le plus important dans ce paragraphe, c'est 1.3, la relation d'Einstein. La relation d'Einstein. Donc nous avons dit que devant ces deux phénomènes, d'un côté il y a un dépôt de masse, d'un côté il y a de l'énergie dans la cohésion de ce noyau. Donc on peut poser la question, quelle est la relation entre ce dépôt de masse et cette énergie? Donc la solution est venue à partir de cette relation-là. La relation d'Einstein nous donne la définition d'une nouvelle forme d'énergie. Nous savons qu'il y a de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle, de l'énergie thermique, et ainsi de suite. Et lui, il a eu l'idée d'améliorer d'autres idées, parce qu'on parlait avant lui qu'il y a une relation entre masse et énergie, mais les relations que les autres savants, soit Poincaré ou d'autres, n'ont pas donné une relation mathématique qui lie la masse à l'énergie aussi simple que celle-ci, et aussi pratique que celle-là. Donc, même si avant 1965, c'est cette date que Einstein il a proposé 5 feuilles de recherche, il avait 26 ans. Ces feuilles de recherche, c'était la base de construire sa théorie de la relativité. Évidemment, il tentait d'unifier la mécanique. L'idée d'unifier la physique existait avant Einstein, et le premier qui a mis cette unification en pratique, c'était Maxwell. Avant Maxwell, nous avons de l'électricité à part et du magnétisme à part, comme ces deux branches indépendantes de la physique. Mais avec Maxwell et ses 4 équations, il a pu regrouper les deux branches de la physique en une seule. Et on parlera de l'électromagnétisme, de l'électricité et du magnétisme. Sauf le problème, ce n'est pas la seule relation que Einstein il va donner pour résoudre certaines énigmes, certains paradoxes. La deuxième, qu'on ne va pas la traiter ici, c'est que les équations de Maxwell qui a fait cette unification avaient devant cette théorie-là, il y a un problème. C'était une époque où on ne savait pas que les ondes électromagnétiques, vous le savez maintenant, et si vous faites erreur, vous êtes pénalisé par un 0 dans une telle question, vous savez que les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide. Il n'a pas besoin d'un soutien matériel pour se propager. Eux, ils n'ont pas su quel est ce moyen qui permet la transmission, si vous voulez, des ondes électromagnétiques. Ils ont dit qu'il existe un milieu, une substance fictive qui est l'éther.
Actuellement, on utilise le même terme dans les ondes de radio ici au Maroc. بالعربية كنقولوا تسلكم برامجنا عبر الأثير. Ce mot-là, nous l'avons reçu à partir de cette époque-là. La première des choses que Einstein il a proposé, d'éliminer cet éther. Et il a dit qu'on n'a pas besoin d'un support matériel ou autre pour que les ondes électromagnétiques se propagent. Et il a donné que toutes les ondes ne peuvent pas dépasser une vitesse limite qui est la vitesse C, 3, 10 à la puissance 8. C'était comme base parmi ces feuilles de recherche qu'il a proposé Einstein. Et aussi, il a donné le phénomène de photoélectrique qui a permis de dire que la lumière, elle a un autre aspect que l'aspect ondulatoire, elle a un aspect corpusculaire. On parlera vers la fin du programme. Revenons à notre relation. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout corps matériel qui a une masse, avec sa masse, elle a une énergie qu'on appelle énergie de masse, uniquement de sa masse. Si je parle de cette craie, avec uniquement sa masse-là, elle peut être équivalente à une énergie par une relation qui, est égale à mc carré. Évidemment, on ne va pas parler que cette craie, elle va être convertie en totalité en énergie, mais dans certaines conditions, à l'échelle atomique ou à l'échelle nucléaire, on va voir par la suite comment utiliser cette relation. Donc la relation dit, tout corps matériel ou un système de masse M, uniquement par sa masse, il a une énergie E. Et cette énergie E n'est autre que E, tout le monde le sait, E est égal à mc carré. D'accord? Ce qui est le plus important, non pas dans ce postulat-là, mais la variation de masse qui entraîne la variation de l'énergie, ou la variation de l'énergie qui entraîne la variation de masse. Et de là, nous avons une variation. Donc, nous pouvons expliquer ce défaut de masse par cette relation qui était une relation magique pour la physique nucléaire. D'accord? Donc, vous notez, en élaborant la relativité restreinte, Einstein voulait unifier. Vous pouvez lire ou suivre un documentaire qui parle de cette vision d'Einstein pour la mécanique. En élaborant la relativité restreinte, Einstein postula que la masse est une forme d'énergie, que la masse est une forme d'énergie. Ou d'une autre manière, que l'énergie est proportionnelle à la masse. E est égal à F fois C carré. Là, c'est une constante, donc l'énergie et la masse sont proportionnelles. Cette énergie-là est nommée énergie de masse. Mais pour un système qui est au repos, vous pouvez trouver une relation générale. Si le système il est en mouvement, dans ce cas-là, on aura plus une partie que nous n'avons pas besoin pour notre programme. Pourquoi? Parce qu'on traite des noyaux qu'on suppose qu'ils sont immobiles. Donc, énergie de masse, la masse du système ou du corps étudié, son unité c'est le kilogramme, là l'unité est le joule dans le système international, et c'est la vitesse de la lumière dans le vide, ou célérité de la lumière dans le vide.
fidélité de la lumière. Et qu'on prendra qui est 3, 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Et si vous faites le carré, vous allez trouver qu'un coefficient de 9, 10 à la puissance 16. C'est de là, on peut lire que c'est une énergie qui est énorme. On va voir. Là, c'était en 1905. En 1945, on a pu mettre cette relation en exercice et construire des bombes atomiques qui ont été lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. 40 ans pour rendre cette relation-là pratique et affreuse aussi, qui a laissé plusieurs morts. Donc on mettra une remarque, c'est celle qui, même si elle est très importante pour nous, on va la mettre dans une remarque. À noter que avant 1905 et durant l'époque de Lavoisier, on parlait que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. C'est-à-dire il y a une conservation de la masse. En réalité, à l'époque de Lavoisier, on utilisait des systèmes de mesure qui sont des balances avec des grammes, mais en physique nucléaire, comme vous allez voir dans le prochain paragraphe, il y a des unités qui sont spéciales pour la physique nucléaire et nous pouvons être très précis dans la mesure. Et une petite remarque, lorsque le carbone réagit avec le dioxygène et dans le CO2, au cours de cette réaction, si nous essayons de faire un bilan massique au niveau des noyaux des intervenants dans cette réaction, on va constater vraiment qu'il y a un défaut de masse aussi à ce niveau-là. Mais comparant à ce qui se produit à l'échelle macroscopique avec ce qui se produit à l'échelle microscopique, on peut négliger cette variation de masse à l'échelle microscopique de point de vue du côté du noyau. D'accord? Mais chaque étude est là son domaine d'application. Donc cette remarque, c'est quoi? Pour passer, j'ai exprès parlé de défaut de masse, de l'énergie de liaison, et nous nous trouvons dans un impasse, et 1,3, elle va nous donner le chemin vers la solution. Donc là, pour avoir ce delta de M, on parlera, à partir de là, toute variation de l'énergie, lorsque je mettrai delta, toute variation de l'énergie entraîne une variation de masse et vice-versa. C'est-à-dire, si un système donné, on lui communique de l'énergie, automatiquement, sa masse, elle doit augmenter. Et inversement, si la masse d'un système diminue, automatiquement, il y a de l'énergie qui se dégage. Donc de là, n'oublions pas la convention du signe. Lorsqu'une variation est positive, ça veut dire que le système gagne de l'énergie. Si la variation elle est négative, le système il perd de l'énergie. De la même façon, si delta de n est négatif, ça veut dire que le système perd de la masse. Et en perdant de la masse, il va perdre de l'énergie. Et on va expliquer tout à l'heure que cette relation elle est en concordance avec ce que nous avons dit à propos des intégrations alpha, bêta, gamma et ainsi de suite. D'accord? Donc vous notez, remarque, delta de E est égal à delta de M fois C carré. C'est delta de E positif est équivalent à delta de M qui est positif. Nous ne laissons pas uniquement les mathématiques, mais on n'écrit une phrase. Donnez-moi une phrase qui donnera le même sens à cette écriture. Si un système, là c'est supérieur à 0, supérieur à 0, ça veut dire que l'énergie finale est supérieure à l'énergie initiale,
delta c'est final moins initial, ça veut dire si un système gagne de l'énergie, sa masse augmente. Donc si un système, en gagnant de l'énergie, un système gagne de masse. Le système gagne de la masse et inversement. Et c'est ça ce qu'on va utiliser pour expliquer. Et inversement, delta de E inférieur à 0, comme nous pouvons commencer par delta de M. Si delta de M est inférieur à 0, ça veut dire que delta de E est aussi inférieur à 0. Quelle est cette phrase qu'on va écrire? Si un système perd de la masse, elle dégage de l'énergie. En perdant de la masse, on dégage de l'énergie. D'une autre manière, s'il y a une perte de masse, ce que cette masse elle est perdue sous forme de l'énergie. Et si un système emmagasine de l'énergie, cette énergie-là, elle va être emmagasinée, si vous voulez, sous forme de masse. D'accord? Donc, comment peut-on expliquer maintenant, revenir à cette énergie, dépôt de masse et énergie de liaison? On revient à ce que nous avons dit. Pour donc 1,4 EL, énergie de liaison et dépôt de masse. Et défaut de masse. Donc, on a maintenant l'accès à l'explication de ce défaut de masse et nous pouvons dire qu'en réalité, ce défaut de masse, elle est emmagasinée dans le noyau sous forme d'une énergie. Et cette énergie n'est autre que l'énergie de liaison. Si nous voulons déterminer cette énergie de liaison, il suffit d'appliquer cette relation. Donc, ce delta de M que nous avons calculé pour le noyau d'hélium fois C carré permet de nous donner cette énergie de liaison. Une fois qu'on essaie de rompre ce noyau et calculer, si vous voulez, déterminer cette énergie, on voit bien que cette énergie due à dissocier ce noyau n'est autre que delta de M fois C carré. L'énergie de liaison est une grandeur qui est positive. Donc le système doit gagner de l'énergie pour être dissocié. D'accord? Donc une phrase. En comparant l'énergie de liaison et l'énergie équivalente au défaut de masse du noyau, en comparant l'énergie de liaison du noyau et le défaut de masse et l'énergie équivalente au défaut de masse, on trouve
que EL est égal à delta EL est égal à delta M fois C carré. Cette relation doit être toujours présente. Là, on demande de calculer cette énergie de liaison. Donc, pour calculer cette énergie de liaison, toujours si on me donne EL de X à Z, pour la calculer, il faut s'habituer à toujours le calcul de l'énergie doit être à partir d'une équation. Donc, quelle est la définition de l'énergie de liaison? Si je veux cette définition, la modéliser par une équation. Donnez-moi la définition de EL. C'est l'énergie qu'on doit fournir au système pour dissocier ce noyau en ses nucléons. Comment je dois écrire une équation? Donc je dois partir d'un noyau X à Z. Et là, ça sera EL. J'aurai quoi? Combien de protons? C'est Z protons plus A moins Z neutrons. Voilà l'équation qui schématise, si vous voulez, à partir de laquelle je peux déterminer l'énergie de liaison. Donc, on applique delta de MC carré, ça sera quoi? EL. Donc, final, ce sont les produits, moins le delta de M, c'est la masse des produits moins la masse des réactifs, entre guillemets. Donc, ça sera Z fois MP plus A moins Z fois M, moins M de X à Z. Toujours la masse du noyau, il est donné. On donne, comme nous avons vu tout à l'heure, on donne la masse de protons, la masse de neutrons et la masse du noyau. Si nous utilisons EL de HE42, ça sera combien? C'est 5, 0,5 10 à la puissance moins 29, c'était ça? Oui. Fois 3, 10 à la puissance 8, le tout au carré. Et ça donne combien? C'est 4,400. Je vais écrire celle qui est devant moi et corriger si ce n'est pas. Si vous utilisez une calculatrice, c'est 4,545 fois 10 à la puissance moins 12. Voilà, énergie de liaison pour le noyau, chaque noyau. Et n'oubliez pas de mettre 4,2. Énergie de liaison d'un nucléide. Sans écrire 4 et 2, on peut le confondre avec un isotope. Chaque isotope est là, son énergie de liaison. D'accord? La remarque qu'on va dire avant de s'arrêter 5 minutes, comment vous trouvez cette énergie? Cette valeur-là? Très petite. Très petite par rapport à quoi? Par rapport à notre échelle. J'ai l'habitude, ou vous avez l'habitude de traiter des exercices, surtout en première année. On calcule l'énergie cinétique et l'énergie potentielle lors de mouvements d'un solide sur un plan incliné ou autre. On trouve de l'énergie de 10 à la puissance 4 joules et ainsi de suite. N'oubliez pas qu'on est dans un domaine de la physique nucléaire. On travaille à l'échelle microscopique. La première des choses qu'il faut mettre en tête, que toujours une équation, elle est faite à l'échelle pour un noyau donné. Mais en réalité, on va parler de quoi? D'un échantillon. Et c'est pour cela, et on s'arrêtera, c'est pour cela
que travailler avec un système d'unité qui n'est pas approprié donne une fausse idée sur l'énergie énorme que dans ces réactions-là. Donc on va passer par la suite à deux enchevêtrements, les unités en physique nucléaire et quelles sont les unités qu'on doit utiliser. D'accord? Donc 5 minutes et on continue. Un 5, énergie de liaison par nucléon et on la note E, L sur A. Donc, on est passé de stade que le noyau présente un défaut de masse, et nous l'avons expliqué que ce défaut de masse n'est autre que de l'énergie qui assure la cohésion de ce noyau, et cette énergie n'est autre que l'énergie de liaison. Lorsqu'on parle de l'énergie de liaison, qu'est-ce que vous entendez par cette énergie-là? Ou, je reformule la question, si nous avons deux noyaux qui ont des énergies de liaison différentes, par exemple un noyau N1 qui a EL1 et un noyau N2 qui a EL2, et nous avons EL2 est supérieur à EL1. Ça veut dire quoi? Puisqu'on peut comprendre, mais la réalité c'est autre chose. Donc, on dit que c'est une énergie de liaison. Normalement, pour nous, plus cette énergie de liaison est grande, plus quoi? Ce noyau, il est plus stable, si on utilise le mot avant de parler de diagramme d'Aston. Donc, la première des choses qui nous parvient à la tête, une fois qu'on parle de l'énergie de liaison, on parle que plus EL est grand, plus le noyau il est stable et ces nucléons ne peuvent pas émettre ou des radiations, soit des particules alpha, bêta, moins bêta plus ou gamma. Mais la réalité c'est autre chose. Je laisserai cet exemple de EL et je parlerai, même si ce n'est pas mon domaine, j'espère que l'exemple donnera la différence entre ce qu'on va définir EL sur A et EL. Deux sociétés qu'on peut S1 et S2. La société S1, évidemment, c'est une société anonyme. Il y a des gens qui ont mis leur argent dans sa société. Et par la suite, si je donne comme chiffre les gains annuels ou les bénéfices pour les deux, une 10 000 dirhams et l'autre 10 millions de dirhams, on prendra une grande société, et l'autre 100 millions de dirhams. D'accord? Pour vous, laquelle est la plus... Celle qui a 100 000 dirhams, c'est celle, on dit qu'il y a plus de bénéfices que l'autre. Et ce qu'on gagnera par la suite, c'est plus pour le S2 que pour le S1. Généralement, cet argent, il est distribué il y a des gens qui ont mis leur argent et qui l'ont dans une bourse. Donc, si la première société S1 qui a 10 000 dirhams n'a que 10 000 participants et l'autre 100 000 ou 1 million de personnes, le gain ou la contribution qu'aura chacun des participants dans les deux sociétés, ça sera plus petit pour celle qui a 100 millions de dirhams que pour 10
10 millions de dirhams. C'est la même chose. Nous avons un noyau et là un EL. Cette énergie qui participe dans cette cohésion du noyau, ce sont les nucléons. Évidemment, EL, plus le nombre de nucléons est grand, plus cette EL elle est grande aussi, d'après l'expression de EL. Mais nous avons déjà dit que plus le noyau est grand, plus cette force, les forces faibles aura du mal à faire la cohésion et par la suite donner ces désintégrations. Donc pour donner le vrai visage de la stabilité, il faut parler de participation de chaque nucléon dans cette stabilité. Si nous avons EL à partir de 10 nucléons, donc on parlera de EL sur 10. Et pour un autre noyau qui a 100, on parlera de EL sur 100. Et là, ce calcul de EL sur A nous donne cette participation de chaque nucléon dans la stabilité. Donc, plus cette participation est grande, plus le noyau est stable. Donc, pour nous, pour comparer deux noyaux stables, il suffit de calculer l'énergie de liaison par nucléon. Plus elle est grande, plus le noyau est stable aussi. D'accord? Voilà cette confusion dans EL qui peut nous laisser comprendre que plus EL est grande, plus le noyau est stable. En réalité, ce n'est pas une grandeur qui donne cette comparaison, mais EL sur A. Donc vous notez, l'énergie de liaison par nucléon, l'énergie de liaison par nucléon d'un noyau est la grandeur EL sur A, où EL c'est l'énergie de liaison et A c'est nombre de masse ou le nombre de du nucléon. Qui est EL sur A, où EL c'est l'énergie de liaison et A c'est le nombre de masse ou le nombre des nucléons. À la ligne. EL sur A nous permet, EL sur A nous permet de comparer la stabilité des noyaux. Plus EL sur A est grand, plus EL sur A est grand, plus le noyau est stable. On va voir par la suite, je vais vous donner une comparaison entre deux noyaux dans lesquels on a EL est plus grande, mais EL sur A il est plus petit. On peut avoir deux noyaux, un qui a EL plus grande que EL de l'autre, mais lorsqu'on fait EL sur A, on trouvera EL sur A, il est plus petit. Ça veut dire que EL est grande ne donne en aucun cas qu'il s'agit d'une stabilité relativement à l'autre. Donc pour comparer la stabilité,
il suffit de calculer EL sur A. J'ai devant moi ici EL pour l'hélium que nous avons fait, mais acceptez l'unité que je vais donner. Je n'ai pas donné l'unité ici. En réalité, on utilise une unité qui est appropriée à la physique nucléaire, qui est le MeV par nucléon. Je donnerai EL sur A pour He4, 2. Et dans ce cas-là, c'est 28,4 MeV. Voici l'unité qu'on parlera juste dans quelques instants. Sur 4, et ça donne, c'est 7,1 MeV nucléon moins 1. 7,1 MeV nucléon moins 1, c'est-à-dire par nucléon. Et le rubidium, l'autre exemple, EL de RB, 37 89 sur A est égal, vous allez voir que c'est 771 MeV sur 85. Ça, j'ai ici 2. Je vais prendre le 37. Celui de 37, 85. 85, c'est 300. J'ai 2 isotopes sur 85. Là, sur 85. Donc, ça sera le rubidium 85 ici. Et celui-là, ça donne 8,7. Combien? 9,700. Pour le rubidium 85, c'est 739. 739. Je reprends. C'est 739. Voilà. Et l'autre EL de l'autre isotope, c'est 89,37 sur A est égal 777 MeV sur 89. Et ça donne combien? La MeV c'est 8,66. 8,66. Donc vous voyez là que j'ai des 3 noyaux. Il y a l'hélium qui a 28. Et là, j'ai le rubidium. Et nous pouvons constater que pour ces deux, là c'est 8,6. 8,6. Et nous voyons que celui-ci est le plus stable. RB 8,937 est moins stable parce qu'à 8,6 et la 8,7 moins stable que RB 8537, le rubidium.
Et l'hélium, il est le moins stable des trois. Il n'a que 7,1. D'accord? Vous voyez que dans cet exemple, j'ai utilisé des unités que vous n'avez pas l'habitude de les trouver. Tout à l'heure, lorsque nous avons calculé l'énergie de liaison du noyau d'hélium, nous avons trouvé une valeur 10 à la puissance moins 11. Donc, le système d'unités, c'est primordial. Lorsqu'on travaille dans un domaine, on doit avoir des unités qui sont appropriées. Généralement, par exemple, pour un bijoutier, ils vont y acheter de l'or. L'unité avec laquelle il travaille, c'est pas le kilogramme, c'est pas un épicier. Un épicier, on peut demander 2 kilos de sucre, 2 kilos de farine, et ainsi de suite. Donc l'unité pour nous, face à l'épicier, c'est le kilogramme. Je ne vais pas passer à un épicier et lui demander des grammes d'une matière, c'est rare. Donc, chaque domaine, il a un système d'unités qui sont appropriés. Pour une société qui apporte du blé ou des produits, la quantité avec laquelle il traite, ce sont des tonnes ou des quintals. Donc, pour lui, 1 kilogramme, c'est rien. Donc, on ne peut pas parler, il manque 1 kilogramme lorsqu'on achète des tonnes. Mais pour le bijoutier, il travaille dans le domaine de grammes. Donc, de la même façon, pour nous, pour la physique nucléaire, et pour mettre en valeur ces énergies mises en jeu au cours de ces transformations nucléaires, on va choisir des unités qui sont spéciales pour la physique nucléaire. Au lieu d'utiliser le kilogramme dans le système international, on a choisi une unité de masse atomique. Et au lieu d'utiliser le joule, on utilise le MeV. Et au lieu d'utiliser d'autres grandeurs, on va choisir des grandeurs qui sont appropriées à ce domaine-là. Donc on mettra 2 en chiffres romains. Les unités utilisées en physique nucléaire. Les unités utilisées en physique nucléaire. C'était 2 en chiffres romains. Les unités utilisées en physique nucléaire. On commencera par un 1. L'unité de masse atomique ou de 1. Le E. Nous avons dit en physique nucléaire, c'est-à-dire ça concerne le noyau. Et quelles sont ces particules qui sont mises en jeu dans le noyau? Ce sont les nucléons, les protons et le neutron. L'histoire de ce choix, elle a passé par plusieurs étapes. On a pensé à prendre un élément ou un nucléide comme référence dans ce calcul. Au début, en réalité, les chimistes, avant d'unifier leur unité, les chimistes utilisent une unité différente de celle des physiciens. Et dans une conférence qui a regroupé les physiciens et les chimistes, ils se sont mis d'accord sur une unité qui va être appliquée soit en physique, soit en chimie.
Ils ont choisi comme nucléide au début l'oxygène 16,8. Et du fait que les isotopes de l'oxygène 8 sont nombreux, ils ne sont pas stables, et le pourcentage d'oxygène 16,8 est inférieur à celui d'un autre élément qu'on va choisir, qui est le carbone 12. La première des choses, carbone 12, il y a 6 protons et 6 neutrons. On va essayer de choisir une unité qui est ni proton ni neutron, une valeur moyenne entre les deux. Donc c'est quoi? Cette masse atomique, c'est la masse du noyau de carbone 12 divisé par 12. C'est comme on fait la moyenne d'un semestre. J'ai 3 devoirs divisé par 3 et voici la moyenne. Donc de là, l'idée c'est ce U n'est autre que la masse du noyau divisé par 12. Et on va essayer de trouver ce U et sa relation avec le kilogramme que nous avons déjà utilisé. Donc vous notez. On définit l'unité U comme étant, le 1/12e de la masse du noyau du carbone 12, Carbone 12, on définit l'unité U comme étant le 1/12e, 1 sur 12. Mademoiselle, tu m'écoutes? Ça y est, tu as terminé. Au lieu de prendre la définition, je le D'accord. Donc le 1/12e de la masse du carbone 12. Donc on mettra un U est égal à M du carbone 12, 6 sur 12. Devient ce 12. C'est A de ce noyau pris comme référence. Avant, lorsque nous avons choisi oxygène 16,8, on mettait un U, c'était M, O 16,8 sur 16. D'accord? Donc, pourquoi nous l'avons choisi? Parce que le carbone 12, il est le plus stable et le pourcentage ou l'abondance de carbone 12 dans l'élément carbone, elle est très grande. Et par la suite, la présence d'autres isotopes dans l'élément carbone n'affecte pas cette masse-là. D'accord? Si nous prenons la masse du carbone 12, c'est 12, il y a 3 chiffres, 3 zéros, si nous voulons de précision, fois 10 à la puissance moins 3 kg. Là, nous avons quoi? C'est la masse d'un noyau. N'oubliez pas, masse d'un noyau de carbone 12. Donc nous essayons maintenant de relier cette nouvelle unité choisie en physique nucléaire avec l'ancienne unité qui est dans le système international, qui est le kilogramme. D'accord? Donc comment on détermine la relation entre les deux? Il suffit de déterminer la masse d'un noyau. D'accord? Comment, à partir de données de la masse molaire, quelle grandeur je dois utiliser pour mettre en évidence, calculer ce M? La quantité de matière. La quantité de matière du carbone 12, 6, c'est M sur M du carbone 12, 6 sur grand M. Mais je veux la masse d'un seul. Je n'ai pas besoin de la quantité de matière, ce n'est qu'une étape pour aller. C'est quelle est la définition? Nous l'avons déjà vue.
c'est n, le nombre sur le nombre d'Avogadro. Et combien? Mademoiselle, c'est pas être. Nous l'avons déjà donné lorsque nous avons parlé de l'activité A. D'accord? Mais dans ce cas-là, ce n est égal à combien? 1. D'accord? C'est la masse d'un noyau. Donc, pour avoir la masse, là, c'est, lorsque j'ai fait cette écriture avec n, c'est la masse de quoi? D'un échantillon donné, qui contient un nombre donné de noyaux. Mais là, je veux la masse d'un seul noyau. Donc, je donnerai à n est égal à 1. Et par la suite, ce m du carbone 12, 6, est égal à la masse molaire divisée par Na. Et je reviens à la relation là. Et je trouverai que 1U est égal à M sur Na fois 1 sur 12. Et M n'est autre que 12. Donc j'aurai ce 1U est égal à 1 sur Na, le nombre d'Avogadro. Et le nombre d'Avogadro, c'est 6,02. 10 à la puissance 23, mol moins 1. Un petit calcul, ça nous donne ce U. Donc U est égal. Essayez de calculer. Et on n'apprend pas cette valeur. Elle peut changer d'un exercice à un autre. Donc, elle est toujours donnée. Avec ces calculs-là, c'est 1,66 après 6, 1, c'est ça, 1 fois 10 à la puissance, moins 24, quoi. Une chose là, je dois utiliser n ici, ça sera en quelle unité? Quelle n j'ai utilisé combien? Je vais mettre, c'est 12. 12 combien? Donc c'était en grammes. Donc je dois ajouter, là ça sera en grammes. Non, je n'ai pas mis ici, j'ai simplifié par 12. J'ai simplifié par 12 en utilisant que M c'est uniquement 12 grammes. Mais je dois ajouter ici, là, en grammes. Est-ce que vous avez suivi? Lorsque j'ai remplacé ici, j'ai utilisé que 12. 12 sur 10 moins 3, c'est le gramme. Donc, si je veux écrire en système international, ça nous donne un U est égal à 1,661, 10 à la puissance moins 27 kg. Vous aurez plusieurs occasions de me voir tromper dans les calculs. C'est la partie la plus difficile du point de vue calcul en physique. Donc, essayez d'être vigilant aux unités et aux calculs. Donc, 1U est égal à 1,661, 10 moins 27 kg. Et nous avons plusieurs occasions de nous demander de calculer, de travailler dans le système international et de travailler dans les unités pratiques en physique nucléaire. Autre unité qu'on va utiliser pour la masse, en se basant sur l'équation de Einstein. Donc, là, c'était le U. Là, on va le MEV, C-2 comme unité. 2, 2. MEV, C-2 comme unité. MEV, C-2 comme unité de masse.
On fait partir d'abord de qu'est-ce que ça veut dire un MEV. Comment on peut lire? C'est le méga électron volt. Méga, ça veut dire 10-6. À la puissance 6 électrons. Donc ce M, méga, ça veut dire 10 à la puissance 6. Ceux qui ont été en première année sciences mathématiques, ils ont étudié le travail d'une charge électrique dans un champ, le travail de déplacement d'une charge dans un champ électrique. Et nous avons écrit que ce W d'une force électrique E est égal à Q fois U en valeur absolue. Et dans ce cas-là, si nous prenons la charge en E, donc E fois V, ça donne quoi? Dans le système international, ça donne 1,6 10-19 en unité internationale sur le coulomb fois 1. Donc un électron, un MEV, la première des choses, le travail, c'est son unité, c'est le joule. Donc on mettra un MEV est égal à 10 à la puissance 6 fois 1,6, 10-19, le tout, ça sera en joule, est égal à 1,6, 10 à la puissance moins 13 joules. D'accord? Le MEV, c'est moins 2. On utilisera la relation E est égal à M fois C carré. Puisque, d'après le postulat d'Einstein, la masse elle a un équivalent énergétique, et par la suite, on peut exprimer la masse par unité. Ça, en MEV, et là, c'est, on va définir la relation en MEV, c'est moins 2. Donc, ce qui donne M est égal à E sur C carré. D'accord? Donc de là, si j'utilise M en U, donc 1U est égal, combien? C'est E sur C carré. D'accord? Et 1U, nous l'avons déjà. 1U est égal à 1,662, 10 à la puissance moins 27 kg. Là, donc, je vais essayer de calculer l'énergie à partir de là. Donc, E
est égal à mc carré, qui est égal à 1,662 10 à la puissance moins 27 fois 3 10 à la puissance 8 le tout au carré. Je vais essayer de calculer ce E relativement à un U. Donc, pour un U, donc j'aurai l'énergie 1,66 27 fois 3 10 à la puissance 8 le tout au carré. Essayez d'utiliser, s'il vous plaît, calculatrice. On fera ensemble 1,662 10 à la puissance moins 27 multiplié par 3 10 à la puissance 8 1,495 1,495 10 à la puissance moins 12 moins 10 joules. D'accord? On va convertir ce E en MeV. Donc, pour avoir ce E en joules, je dois la convertir combien? Un MeV est équivalent à 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. Combien j'aurai pour 1,495 10 à la puissance moins 10? C'est l'énergie. Pour bien comprendre où on est, nous avons pris une masse de 1 U et nous essayons de calculer l'équivalent en énergie de ce 1 U en MeV. La première des choses, nous avons calculé l'énergie équivalente en AU en joules, et là, on va essayer de déterminer l'équivalent en MeV. Combien? Il suffit de diviser celle-là. Combien? 931, quelque chose. Oui. Mais là, c'est E. Donc, vous allez trouver cette valeur dans la plupart des exercices. Ce E est égal à 931,5 MeV. On va prendre cette valeur qu'on va trouver dans les exercices. Vous n'allez pas trouver 931 parce que nous n'avons pas pris les valeurs telles qu'elles sont. Mais c'est de cette manière qu'on calcule l'équivalent de 1U. Donc, je veux déterminer finalement ce 1U est quoi? Donc, GE est égal à MC carré. Je reviens à la relation mère. Et GM est égal à E sur C carré. Combien M? Un U est égal à quoi? Combien E? 931,5 MeV. Et je laisserai sur V carré, sur C carré. Et je noterai en définitive que 1U est égal à 933,5 MeV fois C-2. Pourquoi? Si j'exprime mes masses en unité MeV, C-2, on calcule l'énergie. Ce C, on le trouve toujours. C au carré fois C-2, ça donne 1. Et ça facilite les calculs pour les énergies dans une transformation nucléaire. On ne vous demande pas, chaque fois que je fais un petit calcul mathématique, on ne vous demande jamais
d'établir cette relation. Donc, une chose qui est importante, si je n'ai pas cette relation dans les données, n'apprenez pas cette relation. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser dans un exercice où il ne constitue pas les données de cet exercice. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, voilà les unités qu'on utilise. On utilise le U, on utilise le kilogramme et on utilise le mètre C-2 comme unité de masse. Donc, combien il nous reste? 5 minutes. Une chose qu'on va discuter dans ce qui nous reste, c'est rare que je vous libère avant. Ça y est, c'est... D'accord. Donc, c'est... كنشكركم دائما انكم كتحملوني كنشدكم واخا كيضرب الجرس كتبقاو ساكتين. وان كان من الاشياء اللي كيتقرا كيقول لك من الاشياء اللي صعيبه على التلميذ هو ان الاستاذ كيبقى شاد من بعد يضرب الجرس ما كيحمل شيء. وان كان انا متيقن بانكم هذا النهار غادي نساليو بكري دابا توقفوا. شكرا.